Nous allons commencer dès maintenant avec le deuxième panel. Avant de commencer, j'aimerais remercier Leila Celis et les conférencières du premier panel pour un panel qui était fantastique. Donc, on va tout de suite débuter avec le deuxième panel qui s'intitule Perspectives féministes et coloniales. Nous avons ici trois conférencières. Chacune va présenter à son tour. Puis par la suite, il y aura également une période de questions de 30 minutes. Donc, tout au long des présentations, je vous invite à réfléchir aux questions que vous voudrez poser aux conférencières. On va avoir le temps là, de les aborder par la suite. Donc, Rose Dengue est une historienne et sociopolitiste camerounaise. Enseignante, chercheure et activiste féministe, elle est actuellement professeure adjointe au département d'histoire au campus Glendon de l'Université de York. Ses thématiques de recherche portent sur genre politique dans les géographies noires en contexte colonial et postcolonial. Elle porte une attention particulière aux mobilisations des femmes africaines et afro-descendantes en contexte camerounais et français et participe ainsi à l'institutionnalisation du champ des études féministes noires dans une perspective pluridisciplinaire et transnationale. En tant qu'activiste féministe, Rose a cofondé le collectif afroféministe lyonnais Souch en 2017. En 2019, elle cofonde l'association Femmes Actantes et en septembre 2021, elle participe à la mise en place de la coordination féministe qui camerounaise. À toi, Rose. Merci beaucoup. Alors, merci aux organisatrices de ce beau colloque. Merci pour l'invitation et je suis très ravie de partager le panel avec Sonia et Daniel. Alors, avant de commencer, je voudrais dire quelque chose concernant le Cameroun parce qu'on n'en parle pas très souvent. Donc, à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler, je suis ravie. Donc, j'ai un t-shirt noir aujourd'hui avec le nom de femmes qui ont fait l'histoire du Cameroun. Ce n'est pas tout leur nom. Mais j'ai un t-shirt noir notamment parce qu'on est vendredi et que depuis 2016, il y a un groupe de la société civile qui s'appelle Stand Up for Cameroun qui milite pour la transition politique parce qu'on est en système autoritaire. Et donc, tous les vendredis, on est supposé être en noir. Donc, voilà, j'ai fait ma part et j'ai parlé du Cameroun et de la situation actuelle. On pourra revenir dessus plus tard si vous le souhaitez. Donc, on va continuer le saut dans le temps et dans l'espace. Je vais essayer d'être aussi brillante que Daniel. Et on va essayer de continuer à remplir cet espace de nos mots, de nos luttes, des luttes de nos aînés. Et donc, on va partir au Cameroun au milieu des années 50. Et pour ça, je commencerai par une question qui peut sembler provocatrice, c'est celle de savoir si les Africaines américaines sont le sujet central ou principal du féminisme noir. Quand je pose cette question parce que, comme le souligne très bien Patricia Hill Collins, la position hégémonique des États-Unis dans ce qu'elle appelle la matrice de domination à l'échelle internationale, combinée à l'engouement des activistes afropéennes, donc quand je parle des afropéennes, c'est des femmes noires qui vivent en Europe, et d'une partie de l'espace académique européen, souvent blanc, très souvent blanc d'ailleurs. Donc, cet engouement que ces catégories, ces différentes catégories ont pour le cadre théorique développé par les penseuses noires états-uniennes. Et cet argument a tendance à faire croire que les Africaines américaines sont le sujet principal, si ce n'est le seul sujet du féminisme noir. Donc, quand je commence ma présentation avec cette question, il s'agit d'attirer votre attention sur le fait que, d'une part, il existe une occultation des luttes menées depuis les marges géographiques, sociales et politiques dans l'élaboration des savoirs hégémoniques. Et d'autre part, que ce processus va avoir tendance à participer à une reproduction des rapports de pouvoir au sein même des approches critiques marginalisées telles que la pensée féministe noire. Parce qu'il ne faut pas s'y tromper non plus, je peux avoir une approche critique de la pensée féministe noire, mais c'est une pensée qui reste quand même très marginalisée dans l'espace académique et même à l'extérieur. Donc, pour penser ça, je vais vous donner un aperçu d'une expérience féministe noire située en zone rurale, Babimbi. Alors, du coup, je ne sais pas, est-ce qu'on peut faire l'infrarouge là pour faire ça? Je ne sais pas. Ah oui, si, c'est ça. Ah, voilà. J'adore la technologie, mais je suis nulle. Alors, donc, Babimbi, c'est cette région, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir,
qui est donc dans ce qu'on a appelé le Sud Cameroun. C'est une petite circonscription administrative rurale enclavée. Et donc, on va étudier une expérience menée par des militantes de l'Union démocratique des femmes camerounaises, l'UDFEC, qui est un mouvement nationaliste féminin créé en 1952 par un groupe de femmes lettrées. Il faut dire que ce mouvement, donc l'UDFEC, fait partie des organes qui composent l'ensemble du mouvement nationaliste. Les autres organes sont l'Union des populations du Cameroun, qui est mixte mais majoritairement masculin, en tout cas au moins en termes d'instances dirigeantes, et la JDC, la Jeunesse démocratique camerounaise, qui était donc l'organe des jeunes, mixte également. Donc l'expérience se déroule dans un contexte historique particulier qui est celui de l'interdiction par les autorités coloniales françaises du mouvement nationaliste en juillet 1955. Suite à ce bannissement de l'espace public colonial officiel, les différents organes du mouvement nationaliste vont opter pour une réorganisation clandestine de leurs instances. C'est dans ce cadre que des militantes de l'UDFEC participent à l'élaboration d'un contre-espace public dans la région de Babimbi. Un comité des instances de l'organisation mené par une femme qui s'appelle Marianne Soga, dont j'ai peu d'informations sur elle. Je n'en ai pas retrouvé dans les archives. Donc, ce comité qui est mené par cette femme va organiser régulièrement des réunions durant le dernier semestre de l'année 1956, réunions au cours desquelles les militantes vont expérimenter un projet politique nationaliste critique. Et sans se revendiquer explicitement de l'étiquette féministe, ces militantes vont adopter une démarche qui, pour moi, participe des projets féministes noirs et décoloniaux en ce qu'elles luttent pour la libération noire et la justice sociale et de genre, en s'opposant à la fois à la domination coloniale et aux idéologies raciales, genrées et classistes qui la sous-tendent d'une part, mais également aux expressions locales du patriarcat en vigueur dans leur société. Et donc ainsi, en documentant l'expérience de ces activistes camerounaises, je souhaite faire ce que Ndlovu Gatseni a appelé la déprovincialisation, donc des réalités propres aux expériences des femmes noires africaines vivant notamment en zone rurale, parce que cette provincialisation de leur réalité, qui se dessine souvent dans le champ des féministes noires, crée une ligne de démarcation qui produit inconsciemment ou consciemment, on pourra en rediscuter, une forme de colonialité interne. Et là, j'emprunte le terme à Ramon Grosfoguel, dont on a parlé aussi avec Daniel tout à l'heure. Donc, une colonialité interne dans les géographies des savoirs critiques. Donc, travailler sur ces femmes, c'est prendre au sérieux les histoires locales non occidentales et les épistémologies qui les sous-tendent, afin de reconnaître que les femmes noires forgent leurs outils d'émancipation sociale et politique dans des contextes spécifiques et extrêmement divers, au sein d'une cartographie, pardon, je suis aussi émue que les panélistes de ce matin et Daniel, donc une cartographie riche et complexe. Et dans le cas de l'expérience de Babimbi, ces histoires, ce qui est très intéressant, ont été rigoureusement consignées, comme le montre l'existence d'abondantes sources écrites, manuscrites, qui ont été produites par les militants et les militants nationalistes en langue bassa. Vous avez donc ici une source en langue bassa, qui est la langue vernaculaire de Babimbi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne suis pas bassa, donc j'ai pas d'ascendant vraiment bassa, donc ce n'est pas une langue que je parle. Donc, j'ai conservé les archives, mais si j'ai besoin de les interpréter, il faudrait que je les envoie à des connaissances qui parlent la langue pour qu'elles me les traduisent. Mais c'était très intéressant de voir qu'à cette époque-là, il y avait ce souci-là aussi. Donc, l'examen des routines de réorganisation du contre-espace public nationaliste consigné dans les comptes rendus des réunions va révéler que ces militantes élaborent des discours et pratiques émancipatrices produits à partir d'imaginaires ancrés dans les codes sociaux locaux qui remettent en cause la colonialité du genre et du pouvoir qui organise l'espace impérial français. Donc, on va attaquer la première partie après cette longue introduction. On aime les longues introductions. Hein? On aime les longues introductions. Donc, concernant la première partie, je vais essayer de montrer rapidement comment, en fait, ces militantes-là vont avoir des pratiques qui relèvent de l'intersectionnalité. Et l'intersectionnalité ici n'est pas juste une analyse statique des dominations, mais une pratique émancipatrice qui vise justement à démanteler cette colonialité du genre et de la citoyenneté. Et ici, je me suis un peu servi du travail de la théoricienne féministe Breni Mendoza,
qui, en prolongeant le travail de Maria Lugones, va proposer d'appréhender la colonialité du genre comme un cadre théorique qui permet de penser l'imbrication du genre, de la race et de la classe dans la formation de la citoyenneté. Et ça m'a semblé très utile ici quand on travaille sur la colonisation, l'espace politique colonial. C'est important de voir comment ça s'imbrique. Donc, à cet égard, il est important d'avoir à l'esprit que dans le contexte colonial africain du milieu du XXe siècle, la citoyenneté est conçue par les autorités coloniales comme un privilège lié à la détention de qualités sociales particulières et la capacité politique, dont la capacité de voter ou de se présenter aux élections, est réservée à une extrême minorité d'Africains et d'Africaines. Et c'est contre cette idéologie que les militantes de l'UDFEC vont se mobiliser en développant une conception subversive et intersectionnelle de l'espace public et de la citoyenneté. Donc, en quoi consiste cette approche subversive et intersectionnelle de la citoyenneté de l'espace public? Donc, comme je le disais tout à l'heure, Babimbi est une subdivision enclavée. Ce qu'il faut savoir aussi sur cette région, c'est qu'elle est exclue des circuits économiques et donc souffre d'un important déficit d'infrastructures scolaires et médicales. L'immense majorité des habitants et des habitants de la localité est constituée de paysans et de paysannes illettrés. Et c'est important d'avoir ça en tête parce qu'on est dans un contexte où donc, le statut de citoyenne est fortement corrélé à la détention de ressources sociales, telles que l'accès à l'instruction et ou à un emploi, ou encore à une position d'auxiliaire dans l'administration coloniale. Les militantes de Babibi vont donc avoir une approche disruptive en promouvant une vision de la participation politique et du leadership qui n'est pas du tout liée à la détention de ressources sociales liées à l'âge ou au statut social, en mobilisant un large spectre de la population locale reléguée aux marges de la modernité coloniale. Par exemple, alors même que l'âge du droit de vote était fixé à 25 ans, l'organisation promeut un activisme politique intergénérationnel. L'âge des militants et la mention des professions sur les listes confirment l'approche subversive intersectionnelle de l'UDFEC. Donc ici, on a une liste. Donc vous voyez, elles ont 26, 28 ans. Vous voyez, il y en a même une qui a 15 ans. La deuxième, il y en a une de 13 ans là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc on a vraiment une approche intergénérationnelle et rapidement aussi, cette approche intergénérationnelle nous amène à nous questionner sur ces visions rigides qu'on a souvent des catégories cadets et aînés et où on pense que la circulation se fait toujours de manière hiérarchique. Ici, on a l'exemple d'une organisation qui essaie d'avoir une organisation horizontale. Donc, l'UDFEC va reconnaître la capacité politique même aux plus jeunes. Les militantes, globalement, sur les 7 listes que j'ai consultées, ont entre 10 et 80 ans. Et sur ces listes-là, 4 répertorient des militantes de moins de 20 ans et 3 parmi elles contiennent des adhérentes de moins de 15 ans. Par ailleurs, les listes de recensement des membres des comités locaux, très peu de militantes sont répertoriées comme écolières, ménagères ou couturières. C'est des catégories qui renvoient en fait dans les documents coloniaux à des personnes qui ont eu un accès même minimal à l'instruction occidentale. Ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est la mention cultivatrice qui revient à l'idée d'être paysan ici. Et donc souvent de ne pas avoir eu accès au... donc là, vous avez la catégorie sociale là. De ne pas avoir eu accès donc, à l'instruction coloniale. Enfin, aux prises avec les réalités socio-économiques locales, l'UDFEC va proposer une approche de la participation politique également centrée sur les marges économiques, puisque les responsables de l'organisation promeuvent des mesures d'allègement des frais d'adhésion aux organes du mouvement nationaliste. Au cours d'une réunion qu'elle anime, Marianne Soga, qui encourage les militantes à payer la souscription nationale afin de participer au financement de la lutte nationaliste, elle indique par ailleurs avoir suggéré aux instances dirigeantes du mouvement de réfléchir à une exonération partielle ou totale du règlement de cette souscription par certaines catégories, notamment les écolières. Alors, non, on va repartir. Pardon. Donc, dans un deuxième temps, toujours dans cette première partie, on va voir comment ces femmes vont essayer de dépasser la subordination liée au système de genre moderne colonial. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les systèmes de genre précoloniaux,
de différents groupes socio-africains, les femmes avaient accès au pouvoir politique, et ça renvoie à ce dont Marjolaine parlait ce matin, de cette notion d'équilibre. Et elles participaient à différents égards à la gestion des affaires publiques de leur communauté. Vous pouvez retrouver ça quand vous lisez Ifi Amadjoume, Oyeronke Oyeumi, Asié Lumumba. Et donc, c'est ce système de genre que vient rompre le système de genre moderne colonial, qui consiste à transposer l'idéologie bourgeoise européenne aux sociétés colonisées. Et dans ce nouveau système, il s'agit d'articuler la théorie politique où la dichotomie public-privé sert à asservir les femmes et à les exclure de la gestion des affaires publiques à une idéologie raciste. L'immense majorité des Africaines sont donc exclues des institutions coloniales, et seule une extrême minorité parmi elles qui ont eu accès n'y sont intégrées qu'à la marge, et principalement dans le but de réaliser l'idéal type de la domesticité coloniale, à savoir former avec la minorité d'hommes lettrés, donc des hommes qui ont eu l'instruction coloniale, ce qu'on appelait le couple évolué. Couple évolué conçu comme un avatar donc de la domesticité bourgeoise occidentale. Ainsi, lors des réunions, les militantes vont inciter les femmes rurales, donc pour rompre avec cette représentation-là, elles vont inciter la plupart des populations rurales, et plus précisément les femmes, à participer activement à la lutte nationaliste, à s'intéresser aux enjeux politiques du moment, à savoir obtenir l'indépendance et la réunification du pays. Petit point ici, donc la réunification du pays, parce qu'à partir de 1916, le pays qui était une colonie allemande a été un pays sous mandat puis sous tutelle franco-britannique. Donc, on a 20% du territoire qui est anglophone aujourd'hui. C'est un peu l'inverse du Canada, et qui est d'ailleurs en guerre également. Mais on pourra revenir dessus plus tard, si vous aimeriez qu'on en parle. Donc, elles vont défier donc ce système de genre moderne colonial durant les réunions, parce qu'elles n'ont de cesse de souligner l'importance aussi de la contribution des femmes dans l'organisation de la lutte de libération. Elle rappelle notamment que la mise en place d'une organisation nationaliste féminine autonome émerge des discussions issues des circulations militantes nationalistes à l'international et répond au besoin d'enrichir cet espace. Pour ces militantes, l'importance de l'UDFEC réside notamment dans sa capacité à articuler enjeux nationalistes locaux et problématiques spécifiques des femmes, ainsi que lutte anti-impérialiste globale. Elle rappelle que si l'UDFEC, je cite, lutte pour acquérir l'unification et l'indépendance du Cameroun sous domination étrangère, l'organisation porte également une voix propre, puisqu'elle a pour mission, je cite encore une fois, de revendiquer pour ses propres affaires et envoyer des pétitions à l'ONU et protester. Ce point où elle relève l'importance de la contribution des femmes à la résistance nationaliste revient à les instituer comme actrices indispensables de cette lutte. Et pourquoi dans plusieurs réunions, elles vont revenir dessus, c'est que dans ce cadre où la lutte nationaliste repose sur une collaboration entre les hommes et les femmes, donc entre les différentes instances du mouvement nationaliste, dont les autres sont majoritairement masculines, cette collaboration qui est basée sur les principes d'interdépendance, complémentarité, solidarité et réciprocité, produit une ambivalence et crée des tensions. Et donc, plusieurs cadres et militantes de l'UDFEC vont dénoncer le sexisme de certains de leurs camarades masculins de l'UPC, dont elles déplorent l'absence de considération à l'égard de l'organisation, qui se manifeste notamment par une tendance à marginaliser l'UDFEC et son importance dans la lutte nationaliste. Par exemple, plusieurs fois, elles s'étonnent du fait que, quand elles demandent à certains camarades qu'est-ce que c'est que l'UDFEC, ils sont incapables de dire clairement quelles sont les missions de l'UDFEC. Donc, elles le vivent plutôt mal. Pour elle, pour Marianne Soga, qui est à la tête de la commission, elle dit que l'attitude de ces militants-là traduit une forme de hiérarchisation des contributions à la lutte de libération par les différentes catégories qui composent le mouvement nationaliste. Donc, on va passer à la deuxième partie parce que je crois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc, on va voir comment elles vont concrètement articuler aussi des pratiques et des théories critiques du pouvoir, et que ces pratiques sont au cœur de l'autodétermination et de la capacité d'agir de ces femmes rurales. Donc, ces femmes vont être critiques de l'autoritarisme colonial et élaborées à partir de logiques endogènes, un espace public dont les principes se rapprochent de ce qu'on appelle en Occident la démocratie délibérative, dans lequel elles y expérimentent un projet alternatif de souveraineté politique. Dans cet espace, elles performent une citoyenneté critique et régénératrice,
qui va reposer sur la valorisation de la délibération et de la souveraineté populaire, d'une part, et renvoyer à l'urgence de mettre un terme à la situation coloniale, d'autre part. Donc, quand on observe cette sphère publique nationaliste sous maquis à travers les archives, parce que c'est essentiellement à travers l'archive que je l'ai observé, on voit une sphère, un espace dynamique de délibération où les décisions sont régulièrement révisées et entérinées dans le respect du principe de la majorité. La délibération au cœur de toutes les réunions, et les oratrices demandent toujours au public de respecter le triptyque écoute, débat, vote. Dans le cadre d'une discipline militante émancipatrice, elle considère que le débat permet aux personnes présentes de s'affirmer en tant que sujet politique. Dans cette perspective, on va observer qu'il y a souvent le vote à main levée qui tient une place importante. Les comptes rendus des réunions montrent un usage fréquent de cet outil qui va remplir principalement deux missions. D'une part, désigner, je vais vous montrer ça ici, là. Donc, désigner les responsables de bureaux, de sections. Donc, vous voyez là, vous avez les votes et puis les résultats des votes. Et d'autre part, trancher les questions débattues lors des assemblées. Les questions relatives au fonctionnement même du mouvement font aussi l'objet de délibérations, qu'il s'agisse du paiement des droits d'adhésion, des modalités de prise de parole lors des réunions, de l'agencement des différents échelons locaux du mouvement, etc., etc. Cette démarche est une occasion supplémentaire de s'émanciper à travers des pratiques politiques démocratiques. Cet espace est aussi régi par le principe de la souveraineté, puisque les militantes souscrivent à l'idéal d'une démocratie délibérative qui articule délibération, réciprocité, publicité et imputabilité. Lors des réunions, Marianne Soga souligne l'importance de tous les échelons de l'organisation et exhorte les responsables et militants de ces différents échelons à collaborer sans établir de hiérarchie entre elles. Elle explique notamment que, je cite, « les comités locaux nourrissent le comité régional et que c'est la base qui est à la source du mouvement ». Elle rappelle également aux représentantes nouvellement élues que leur mandat comporte une obligation à l'égard de leurs mandataires. À cet égard, effectivement, les archives montrent que les militantes contrôlent effectivement l'action des responsables de leur comité et sont en mesure de les révoquer en cas de manquement. Comme le montre le contentieux qui oppose Marine Dion aux militants du comité de l'UDFEC de Kitcotte, donc comité à la tête duquel elle avait été provisoirement élue présidente, et les militantes ont décidé de la révoquer au double motif de détournement des cotisations et du refus d'expliquer pourquoi elle n'a pas rendu les cotisations. Et donc, je vais vous citer ici une des paroles de la militante, qui est Marguerite Hagal, qui déclare, concernant le cas de Marie Dion, « Toute personne a droit au divorce. Telle est notre devise des femmes. Maintenant, nous la refusons en présidence, suivant nos articles de mouvement. Dès qu'elle est présidente, elle n'a rien donné comme ristourne au trésorier. En plus, nous l'avons priée, y avait pris responsabilité et jusqu'ici, point de suite. » Donc, en gros, ce qu'elle est en train de dire, c'est que malgré les nombreuses relances pour lui demander de s'expliquer, elle ne s'est pas expliquée. Donc, ces activités des militants de l'UDFEC montrent que les sociétés occidentales n'ont pas seules l'apanage de la notion de sphère publique démocratique organisée autour de la délibération et de la limitation des pouvoirs. Dans un contexte où les autorités coloniales tentent de détruire le mouvement nationaliste, le contre-espace public nationaliste va être aussi perçu comme un moyen de défense et de protection de la nation. Et là, je vais aller rapidement, parce que je vais prendre juste une minute pour ça, pour cette partie. Ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est que les militantes vont critiquer la colonisation d'une manière différente des militants de l'UDFEC urbaine du début des années 50. Là où, au début des années 50, les militantes urbaines dénonçaient surtout les défaillances de la politique coloniale en soulignant l'absence d'infrastructures et des conditions de vie déplorables des populations, les militantes de Babibi, qui sont donc des militantes de zones rurales, pour elles, l'ordre colonial n'est pas un système défaillant, mais ce qu'Achille Mbembe a appelé un événement maladie, c'est-à-dire un événement qui met en danger l'ensemble du corps social. Elles perçoivent la colonisation comme un événement perturbateur de l'équilibre qui régissait l'organisation sociopolitique locale. À Babibi, la colonisation est donc assimilée à, je cite, une situation de déséquilibre, de désordre et de chaos. Les politiques économiques et sociales sanitaires mises en œuvre ne sont pas seulement perçues comme insuffisantes, mais elles sont perçues également comme malfaisantes.
Donc, je vais passer rapidement. Ce que je peux dire, c'est qu'à cet égard, l'engagement nationaliste apparaît donc comme un processus de restauration sociale indispensable, une entreprise de guérison qui vise à, je cite encore ces militantes, libérer la patrie qui gémit sous le fardeau colonial et assurer le bonheur des Camerounaises. Lors d'une réunion, une militante, Agnès Lebe, indique que les militantes ont, je cite, l'espoir que la femme camerounaise sera heureuse quand leur terre sera entre leurs mains. Fin de citation. En somme, les archives qui documentent la réorganisation de l'UDFEC de Babimbi offrent l'opportunité de faire résonner des voix marginalisées et de contribuer à enrichir l'histoire des féminismes noirs à partir d'une écriture africaine de soi, inscrite dans des dynamiques globales, évidemment, d'émancipation noire. Ces militantes qui développent un lieu propre de résistance au pouvoir et au patriarcat interne du mouvement nationaliste vont considérer que décoloniser, c'est articuler les positions anticoloniales, antiracistes, anticlassistes, antipatriarcales et démocratiques. Je vous remercie. Wow! Merci beaucoup, Rose. C'était extrêmement intéressant, très enrichissant. Puis, c'est fantastique en tant qu'historienne ce que tu es capable de faire, ce que tu es capable d'aller chercher à partir d'archives. Je pense qu'on est tous très impressionnés par ce travail-là. Puis de les voir ici à l'écran, c'est quelque chose que j'espère on va pouvoir continuer à en parler. Mais on a tellement de choses à se dire à notre période de discussion et il nous reste encore une présentation. Et non la moindre, donc Sonia Halimi, que je vais présenter. Donc Sonia est doctorante en sociologie et chargée de cours à l'IREF, l'Institut de recherche féministe de l'UQAM. Elle s'intéresse aux mémoires et aux expériences corporelles des Françaises d'origine nord-africaine, se définissant comme féministe, antiraciste et décoloniale. Donc, Sonia, c'est à toi. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Bon, tout d'abord, je remercie l'Eurekef et plus particulièrement Camosard qui fait un gros travail et puis bien évidemment toute l'équipe. Merci beaucoup aussi Véronica pour ton service de dernier recours hier sur Facebook. Donc merci beaucoup. Je suis aussi également très reconnaissante d'avoir assisté au panel de la première partie de la matinée, puis aussi de le partager avec Rose et particulièrement aussi avec Daniel, qui est, je considère, comme ma sœur au doctorat, puisqu'on s'est très rapidement vues et reconnues toutes les deux, et je me sens très chanceuse de naviguer avec elle dans l'académie. Aussi, par rapport justement au panel qui vous sont présentés aujourd'hui, je vous demande aussi de ne pas oublier de citer les personnes, parce que bien évidemment, il y a beaucoup de réflexions qui vous sont partagées, qui sont issues d'années de recherche. Et donc, je pense qu'il est quand même important dans vos discussions ou aussi dans vos travaux, mais aussi dans vos recherches, de les citer. Je parle de la politique de la citation de Sarah Ahmed. Ensuite, bien évidemment, avant de rentrer dans les détails de cette présentation, pour moi, il est important de rappeler que je réalise mon doctorat dans un contexte, comme on l'a vu ce matin, de colonisation, où ma propre existence participe à sa perpétuation. Alors que mon travail s'intéressera au corps, il est à noter que celui-ci s'est autorisé à poursuivre ses études uniquement ici. Car pour bien des nôtres, le champ des possibles sont réduits en France, parce que je suis française d'origine nord-africaine, et aussi parce que l'espoir de croire que nos conditions sociales seront meilleures ailleurs fait partie intégrante de mon ADN. Donc ma présence n'est donc légitime que, bien évidemment, par une mise en pratique de solidarité avec les populations autochtones locales et internationales. Alors, je ne sais pas utiliser ce genre de truc, donc je fais comment? Ah, c'est bon. Donc, aussi, on a parlé des ancêtres. Il est aussi pour moi important d'honorer la mémoire de mes ancêtres et particulièrement des femmes de ma famille à chaque prise de parole. Donc je vous présente donc Zola. D'elle ne reste que de tangible un portrait gisant dans une pièce. On l'a dit sage-femme. Elle est l'initiatrice de la rencontre et le pilier de ma famille. Ses yeux perçants défiant ses paupières tombantes réconfortent le don offert par la nature.
Sur sa terre, Ifriqiya, elle sème son savoir fertile, ancestral, elle est Zohra. Saadiya vient d'une lignée de femmes qui possèdent l'acuité de déceler la vie là où il ne semble ne plus en avoir. Elle souriait au portrait de sa mère, son regard dur et bienveillant, surplombé dans le salon familial. En la contemplant, jour après jour, elle comprit que la force de son héritage se perpétuait dans la chair de sa chair et dans l'épanouissement de ses filles. Sa mémoire enfantine et sa présence céleste guidaient ses gestes. Elle est celle qui poursuit les rencontres qui l'ont précédée. Elle est Saadiya. Je viens d'une lignée de femmes paysannes, savantes du sol préservé de l'asphalte, dont les mains sont munies du pouvoir du soin et de l'intime. Je viens d'une lignée de femmes dont les mains sont lavées par la terre qui ont porté le poids de la colonisation et de la solidarité dans l'intimité des espaces où les corps se touchent avec chaleur et pudeur. Donc mon parcours féministe, antiraciste et décolonial, académique, militant et aussi communautaire, est l'héritage de celles qui m'ont précédée. Et c'est à partir de celui-ci que j'appréhende ma thèse et la présentation d'aujourd'hui, qui porte sur les pratiques corporelles et leur mémoire des descendants de l'immigration nord-africaine, se définissant comme féministes antiracistes et décoloniales. Donc, pour les sensibles ou ayant en horreur les motifs, je vous inviterai à détourner le regard lors de ce PowerPoint parce que moi, j'adore les motifs. Et justement, les images qui sont derrière, c'est aussi des peintures réalisées par l'Algérienne Fatma Haddad, plus connue sous le nom de Baya, et où souvent elle met en avant dans ses œuvres des femmes. Puis, juste pour rappel, elle est née en Algérie colonisée. Donc, la présentation non exhaustive d'aujourd'hui fera état des réflexions élaborées, comme je vous le disais, au sein de mon projet de thèse. Mon terrain d'enquête n'ayant pas encore été réalisé, il va se faire, je l'espère, en automne. Donc, ce que je vous partagerai ici, c'est plus les problématiques sociales de départ, m'ayant amené à interroger sur le sujet. Et je vous ferai part des prémices d'analyse pour les comprendre. Donc, dans un premier temps, je reviendrai sur le contexte historique et aussi les systèmes d'oppression vécus par les femmes colonisées de l'Afrique du Nord, mais aussi de voir sa perpétuation à l'endroit des héritières de l'immigration nord-africaine en France actuelle. Et aussi, pour vous donner un peu des éléments de compréhension sur la nature de leur engagement féministe, antiraciste et décolonial, et aussi du coup pour comprendre leur expérience corporelle et leur mémoire dans leur pratique de résistance contemporaine. Je ferai un petit focus souvent à chaque fois sur le féminisme majoritaire. Je vous verrai plus en détail au moment de ma présentation. Puis si j'ai le temps, je vous présenterai aussi, et c'est un lien aussi avec la question que je posais tout à l'heure, sur l'usage subversif de la photographie. Donc, ça marche, c'est bon. Donc, la colonisation française au Maghreb ou la conquête des corps des femmes indigènes. Donc, à travers l'étude de l'engagement féministe, antiraciste et décolonial des Françaises d'origine nord-africaine, je souhaite interroger plus spécifiquement les façons dont elles appréhendent leur corps et leur mémoire dans leur processus de décolonisation. Pour comprendre cela, il est important aussi de revenir donc sur l'histoire de la colonisation des pays dont elles sont originaires, pour saisir dans un premier temps de quelle façon les corps des femmes colonisées ont été les endroits privilégiés du rapport colonial, mais aussi des résistances des peuples colonisés. Donc, dans le cadre, comme je le disais, de cette journée, je le ferai vraiment avec à chaque fois un bref retour sur notamment le féminisme colonial en terre colonisée et ensuite sur le féminisme majoritaire dans un contexte français contemporain. Donc, la colonisation française de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, a perduré jusqu'au début des années 60. Alors que l'Algérie, colonisée en 1830, sera un département français jusqu'à la Révolution algérienne et l'obtention de son indépendance en 1962, la Tunisie et le Maroc seront quant à eux assujettis au pouvoir colonial français par un protectorat, respectivement mis en place en 1881 et en 1912. Ces deux pays obtiendront chacun leur indépendance en 1952 pour la Tunisie, dont je suis originaire, et en 1956 pour le Maroc. Donc, même si ces trois pays ont été soumis à des dispositifs politiques coloniaux différents, ils sont quand même dominés par une même logique coloniale de violence, d'exploitation, d'abus et d'infériorisation, comme le dit Maldonado Torres. Et comme en témoigne justement le Code de l'indigénat,
imposée en Algérie et mettant en place les rouages d'un système économique, politique et législatif reposant sur la hiérarchisation des races et aussi l'exploitation des sociétés non occidentales. Donc il suffit de penser, justement par rapport à ce code de l'indigénat, entre deux catégories de citoyens et citoyennes dans ces territoires. D'une part, il y a les citoyens et citoyennes françaises, les Français donc nés et originaires de la France métropolitaine, et d'autre part, les sujets français, les peuples autochtones colonisés et ou déplacés, soumis au code de l'indigénat. Donc cette infériorisation des peuples colonisés s'appuie sur la diffusion occidentale aussi d'un imaginaire orientaliste véhiculant des stéréotypes à l'endroit des personnes colonisées et particulièrement des femmes. L'affirmation d'Aimé Césaire, selon laquelle le projet colonial est un processus de chosification, illustre adéquatement la façon dont les corps des femmes indigènes vont être appréhendés par le colonisateur. Ces corps qui sont, comme le dit le géographe, conscientisés, socialisés et spatialisés, on l'a vu aussi dans les présentations de ce matin, c'est aussi ces corps-là qui permettent au territoire de faire réellement sens. Ils sont la matérialité symbolique, on va dire, de ces territoires. Et donc, ces corps-là seront les lieux privilégiés du pouvoir colonial. Et dans un contexte nord-africain soumis à la colonisation française, les femmes vont alors être constituées comme le porte-drapeau de l'infériorité des peuples colonisés et devenant ainsi la raison d'être des politiques coloniales. Donc dans tout ce processus-là, elles vont assister, entre guillemets, impuissantes à la désappropriation de leur être, et là je cite Kitouni Dahmani. Donc l'orientalisme, comme l'indique Édouard Saïd, diffusant une image falsifiée des femmes non occidentales, caractérisée par une sensualité débordante et accessible. Pour le colonisateur, c'est houris plus provocantes que des sirènes, et là je cite Kitouni Dahmani, n'ayant pas atteint, selon le colonisateur, bien évidemment, l'état de raison et étant sous l'emprise de leur instinct primitif, sont caricaturées comme ayant une sexualité animale qui ne demande qu'à être maîtrisée et civilisée. Donc ces fantasmes d'identification vont ainsi déterminer aussi l'exploitation de ces femmes à des fins sexuelles et corporelles. Donc elles sont dans ce processus-là réduites à leur chair pour le plaisir et la distraction des soldats français. J'ai oublié de mentionner, mais il y a des mentions de viol dans ma présentation. Donc l'armée française, ayant pour objectif patriarcal de rentabiliser le sexe indigène, va organiser l'exploitation sexuelle des femmes colonisées. Puis à cette gestion mercantile aussi du sexe indigène s'ajoutent également des pratiques de torture sexuelle pendant les insurrections anticoloniales et la guerre d'indépendance. Par exemple, en Algérie, durant les rébellions contre les systèmes hégémoniques, le viol était utilisé pour les femmes résistantes, mais aussi sur les hommes, pour obtenir des aveux. Parallèlement aux brutalités vraiment physiques, se développent également des violences symboliques. Donc, pour mettre fin aux appétences révolutionnaires et rendre effective la soumission des indigènes de l'intérieur, les colonisateurs et colonisatrices vont élaborer des dispositifs visant spécifiquement les femmes colonisées. Elles deviendront alors la clé de voûte de l'asservissement moral et politique de la population colonisée, en représentant, et toujours dans le regard du colonisateur et colonisatrice, la preuve manifeste du retard de l'infériorité des sociétés arabo-musulmanes. Donc, pour que les femmes prêtent allégeance au système hégémonique et deviennent les complices, les colonisateurs et colonisatrices vont utiliser leur corps pour détourner stratégiquement les oppressions qu'elles subissent dans la société d'origine, c'est-à-dire leur homme, leur tradition et la religion. Et aux yeux du colonisateur, ça va être la virginité et le voile qui vont devenir les traits typiques de la maghrébinité, stéréotypés comme des pratiques moyenâgeuses incarnant le paroxysme de la domination des femmes. Alors que la question de la virginité en France, c'était quand même très concret aussi, avec le poids de la religion et tout ça. Mais c'est quand même intéressant de voir comment ça a été vraiment monté comme un trait typique de la maghrébinité. Donc, les colonisateurs et les colonisatrices, s'autodésignant comme les libérateurs et les libératrices des femmes colonisées, vont ainsi rendre légitime la colonisation et ses pratiques. On note aussi là la variation de la représentation de la femme indigène d'hypersexualisée à soumise. Donc on comprend évidemment que l'objectif final du colonisateur est de conduire les femmes à préférer et réclamer leur indépendance individuelle, incarnant ainsi celle de leur nation qui prétendument les opprime. Voilà. Donc le colonisateur souhaite qu'elles deviennent, et là je cite
Christelle Tarot, l'historienne Christelle Tarot, les agentes de l'assimilation de l'ensemble de la société. Donc c'est dans le cadre de cette mission civilisatrice que les femmes algériennes colonisées deviendront les lieux donc privilégiés de la domination coloniale. Mais dans ce processus, les Françaises colonisatrices, et ça on le mentionne très rarement, comprenant que pouvait s'y jouer l'avancée de leurs droits, de vote notamment, vont s'octroyer un rôle très important dans le processus de colonisation. Comme en témoignent les travaux de l'historienne Jennifer Boitin. Donc sur le journal, ou dans le journal, et justement aussi quand on travaille dans les archives, c'est vraiment intéressant de voir ça, dans le journal de l'Union française pour le suffrage des femmes, créé en 1909, réunissant des suffragettes majoritairement issues de la classe bourgeoise, ces femmes se considéraient comme, et là je cite, des facilitatrices œuvrant au cœur des différentes communautés dans le but de transmettre les valeurs de la civilisation française. Dès les années 1890, à partir de l'auto-attribution d'un rôle à jouer dans la mission civilisatrice, elles vont stratégiquement élaborer leur argumentaire pour défendre leurs droits au suffrage universel. Et plus précisément, elles vont s'appuyer sur l'affirmation de leur supériorité dans la hiérarchie raciale et coloniale par rapport aux êtres et aux sociétés colonisées pour faire avancer leur projet d'émancipation. C'est donc sans surprise pour les auteurs Evan Epé et Magliani Belkacem que les questions relatives à la colonisation et à la condition des femmes algériennes étaient centrales aux préoccupations rapportées dans le journal. Et donc, dans ce même journal, un espace vraiment très important sera accordé, et ça rappelle vraiment la société contemporaine, le fardeau des musulmanes berbères. Et encore pour, je cite là l'historienne Jennifer Boitin, de multiplier les campagnes dénonçant la situation servile des femmes musulmanes et particulièrement celles qui portent le voile. Donc en se focalisant sur le sort des femmes colonisées, les femmes colonisatrices, le féminisme colonial, avait pour objectif de démontrer l'importance de leur rôle en tant qu'agentes de la civilisation, puisqu'elles estimaient qu'elles étaient les seules à pouvoir atteindre, ou même en tout cas même la société française évidemment, à pouvoir atteindre la sphère privée et de cette façon asseoir de l'intérieur la domination des peuples colonisés. Le féminisme colonial a ainsi volontairement répondu à mais même s'est appuyé sur l'administration coloniale, et c'est ce que décline justement Frantz Fanon. Si nous voulons frapper la société algérienne dans sa contexture, dans ses facultés de résistance, il nous faut d'abord conquérir les femmes. Il faut que nous allions les chercher derrière le voile, où elles se dissimulent, et dans les maisons où les hommes les cachent. C'est la situation de la femme qui sera alors prise en compte comme thème d'action. Je comprends encore plus particulièrement quand ce matin, dans le premier panel, il y a une difficulté à se dire féministe. On le comprend là dans ce contexte-là. Donc c'est donc sur cet héritage historique que s'est constituée l'émergence aussi du féminisme majoritaire en France, et c'est-à-dire sur des systèmes racistes et colonialistes. On a vu particulièrement en Algérie deux mouvements féministes coloniaux. Le mouvement Solidarité féministe présidé par Madame Salan et le Comité central d'action sociale et de solidarité féminine créé par Madame Massu. Tous les deux vont d'ailleurs particulièrement se mobiliser contre le voile et ont fait de leur mouvement des véritables, je cite Magliani Belkacem et Evan Epé, des instruments de propagande coloniale. Et d'ailleurs, cette propagande est poussée à son paroxysme. Elles organisent au mois de mai 1958 des cérémonies de dévoilement des femmes colonisées algériennes portant le voile. Mais par contre, à travers ça, il y a quand même bien évidemment la résistance des peuples colonisés. Et c'est là qu'on voit comment aussi le corps des femmes va faire l'objet de dominations multiples et qui vont être réinvesties par les femmes et les hommes colonisés. Et les personnes colonisées, car malgré que leur corps soit appréhendé comme un espace de conquête par le colonisateur, le peuple colonisé va aussi l'utiliser pour permettre l'exercice du sentiment d'appartenance maghrébine et pour résister au pouvoir colonial, et là je cite Skandrani, ainsi à l'altérité imposée par la virginité ou le voile, comme nous l'indique Tersigni, les personnes colonisées vont faire le choix de la valoriser et de l'établir comme un acte aussi de résistance. Donc, on peut aussi comprendre que la restructuration sociale des corps des femmes par les agents de la société d'origine semble à la fois être une pratique de résistance aux injonctions d'émancipation du colonisateur et un acte aussi de rébellion face au projet colonial dans sa globalité. Mais c'est aussi en ce sens que le corps des femmes indigènes se trouve aussi imbriqué entre la volonté d'une appropriation, assimilation coloniale, et de l'autre à la volonté des résistances des colonisés. Et Nassira Gheni Souilamas parlera alors de injonction paradoxale.
qui va s'insinuer dans la corporité des femmes colonisées et mettre donc en évidence au fait aussi qu'elles se situent à l'intersection des oppressions systémiques sexistes, racistes et colonialistes. Dans un contexte français, Abdelmalek Sayad va démontrer que cet imaginaire colonial va toujours perpétuer à l'endroit aussi des populations migrantes. Et d'ailleurs, pour le sociologue Saïd Boumama, comme au temps des colonistes, ça va justifier un traitement d'exception tout en valorisant l'image du dominant et, je le cite, niant au dominé les violences sociales qu'il subit. Donc, comme on le comprend, à l'arrivée des indépendances, ces oppressions ne vont malheureusement pas disparaître. Au contraire, leur multiplicité et spécificité vont s'exercer similairement, pas pareil, mais similairement, auprès des Français et Françaises héritiers de l'immigration provenant de pays anciennement colonisés. Et en ce sens, le corps des Français et Françaises semble toujours être sous le sceau d'une altérité qui, elle, semble perpétuelle. Même si, administrativement, il et elle sont français. Pour le sociologue Ahmed Boubaker, il et elle sont la preuve que dans un paysage français proclamé universaliste, et je le cite, « l'étranger n'est plus celui qui vient d'ailleurs ». Ces personnes nées sur le territoire français, possédant la nationalité française et immergées depuis leur plus jeune âge dans un environnement socio-culturel français, sont en effet toujours sous le joug d'une suspicion constante. Tout acte symbolique et matériel de fidélité coutumière est interprété comme un signe d'allégeance à la société d'origine et serait donc la preuve d'une infidélité citoyenne, légitimant l'exclusion et la marginalisation des Français et Françaises, héritières de l'immigration nord-africaine, mais aussi de pays anciennement colonisés. Et les corps et les sexualités de ces groupes vont être centraux dans cette suspicion, notamment pour les Françaises d'origine nord-africaine, et bien évidemment autour de quoi? La question de la virginité et la question du voile. La littérature scientifique démontre que depuis les 30 dernières années en France, on observe une montée en puissance des mouvements et des idées d'extrême droite, discriminant particulièrement les Français héritières de pays anciennement colonisés. Nassira Ghenif, à partir de là, il y a trois, on va dire, réalités sociales et politiques qui affectent les conditions d'existence des femmes héritières de l'immigration nord-africaine. Donc, le premier, c'est le processus d'altérité, où encore on voit se reproduire auprès des corps des Françaises héritières de l'immigration nord-africaine une image orientaliste, hypersexualisée, ne demandant qu'à s'émanciper du poids des normes attentes familiales traditionnelles et religieuses pour adhérer aux normes d'émancipation occidentale genrée. Ces stéréotypes est incarné notamment, et je pourrais revenir après, autour de la figure de la beurette. Le second stigmate, lui, revient à ce qu'elle est soumise à sa société d'origine, à sa famille, qui perpétue les traditions du pays d'origine. Donc c'est ça. Ensuite, il y a le phénomène d'injonction paradoxale qu'on a compris dans un contexte sur un territoire colonisé, et là, qui se reproduit selon Nassira Ghenif Souilamas, comme elle dit, elles sont à la fois très putes ou très voilées, ces Françaises d'origine nord-africaine. Donc, mais du coup, elles sont aussi soumises à des injonctions paradoxales où on souhaite qu'elles correspondent aux normes d'émancipation sexuelle et corporelle de la société française, mais aussi elles seront, leurs corps-là sont aussi appelés à être à une fidélité parentale. Donc, il y a ça aussi qui se joue, et comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne pourrais pas le développer. Et enfin, l'instrumentalisation de leur expérience d'oppression à des fins politiques racistes. Et c'est là dont on se rend compte qu'il y a une manipulation du genre à des fins racistes. On utilise, en fait, soi-disant leur fardeau, comme au temps de la colonisation, pour faire avancer, en fait, un agenda politique raciste sous le biais de politiques contre la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, au travers de ça, elle se mobilise aussi depuis, je ne vais pas refaire tout l'historique parce que je n'ai pas le temps, mais depuis, on va dire, 2018, il y a une résurgence, une résurgence de groupes féministes qui se définissent comme françaises d'origine, en tout cas qui se définissent comme héritières de l'immigration nord-africaine et aussi comme féministes antiracistes et décoloniales, et on le voit dans leur mobilisation. Elles rejettent toutes les injonctions à la fois au sein de leur communauté, mais et surtout des hommes de leur communauté, et aussi de la société française. Donc elles se refusent de jouer le rôle justement des agentes de l'assimilation, ou qu'elles soient les thermomètres de si ces Français qui ne sont pas finalement français sont bien intégrés dans la société française. Mais au travers de ça, je voulais parler du corps, mais je pense que c'est vraiment important de parler du féminisme colonial parce que c'est très rare d'avoir dans des espaces comme le RECEF des réflexions sur ce sujet-là. Donc je pense que c'est quand même important. Dans les études féministes, on aborde très peu.
Mais tout ça pour dire qu'aussi, le corps, à la fois qu'il est aussi à l'intersection de différentes oppressions, il est aussi à l'intersection de différentes résistances. Et les Françaises d'origine nord-africaine sont aussi les héritières, certes, de ces oppressions, mais aussi de résistance. Et il se décline différentes mémoires. Je pourrais partager de toute manière le PowerPoint, des mémoires corporelles de résistance. Et la photo, on le voit sur les réseaux, mais aussi des photographes comme Inès Touam qui vont utiliser la photographie avec un usage subversif et qui aussi met en scène le corps d'une façon très intéressante, qui se joue des stéréotypes, mais qui aussi peut en valider. Mais en tout cas, je laisse place à la discussion. Merci, désolée. C'est sûr, Sonia, qu'on aurait aimé en savoir plus sur tout ce qui touche mémoire corporelle de résistance. C'est très intéressant de voir, à travers toutes vos présentations, puis le panel de ce matin encore, la domination coloniale qui passe souvent par le corps des femmes. Hein. On le revoit là, souvent, là, on l'entend. Je pense, Sonia, qu'on devrait toutes mettre des photos de nos arrière-grand-mères et nos familles dans nos présentations. Là, j'ai beaucoup aimé. Puis, je trouve ça important aussi que tu as souligné le rôle qu'ont joué des Françaises dans leur projet propre d'émancipation à travers un féminisme colonial.